Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur WAM Info TV. Ouvrons ce journal avec les récentes attaques survenues dans la nuit du lundi 8 septembre 2025 dans la province du Nord Kivu, attribuées aux rebelles ADF affiliés à l'État islamique, ont frappé les territoires de Lubero et de Beni, notamment dans les villages d'Ntoyo. Le bilan est lourd, 72 personnes tuées, 6 blessées, plusieurs maisons incendiées et de nombreux habitants portés disparus. Les populations locales pleurent leurs proches alors que les premières inhumations ont débuté dans une atmosphère de grande tristesse. Regardez. Restons à l'est de la RDC, dans la ville d'Ouvira où la tension persiste, les Wazalendo ont contraint les élèves à quitter les salles de classe, conditionnant la reprise de cours à la fin de la guerre dans la région. Plus grave encore, ils menacent désormais de s'en prendre aux élèves et enseignants qui ne respecteront pas cette consigne. Masomo tunakatala, banafunzi bote kila mtu kwao. Na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo. Tunakatala sheba zalendo tunakatala. Vita ishe ndio masomo itaanza. Tunakatala masomo. Na walimu na wanafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi uniforme vyenu. Tunakatala mpaka vita ishe. Hakuna vya mko mnasoma wako wanatuzisha nchi. Tunakatala. Courage. Tunakatala masomo. Masomo tunaipinga kuanzia leo. Na walimu wote ni kufunga. Tunapinga masomo. Nasema tena na virudilia. Mubebe mizigo gisi tukabibeba. Mwalimu yoyote kama uko gangi, mwambie M23 ikui nitoshe hapa. Jumu fungule masomo. Ikui nitoshe hapa. Mwe wote mjiorganize mniambie toshe hapa. Njoo mfungule. Kama sio vile tunapigana hadi mwisho. Kila masomo nitaua watu nibakute tu kumasomo. Na bisema siku abiambiliwa wala siku anegosie. Wala sitaki nione telefone ya mtu minjo fulani. Bwana unaona. Mwe betu watoto nabo hawasoma. Benyu nabo basisoma. Mwenjo mulizalaka bazungu. Achana lugenge. Toujours dans la même région, le général Olivier Gassita, commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements de la 33e région militaire, a quitté Ouvira dans la nuit du mardi 9 septembre. Selon les sources militaires, son départ est intervenu vers 3 heures du matin, mais sa destination reste inconnue. Poursuivons cette édition du journal avec le projet du corridor de Lobito. C'est mardi 9 septembre 2025, une délégation conjointe d'experts de l'Union européenne et des États-Unis a présenté à Kinshasa les résultats de premières études de faisabilité. La réunion s'est tenue sous la présidence du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Suivez. Alors tout d'abord, je dois remercier son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et tous les représentants des autorités qui ont consacré 4 heures de leur temps à cette discussion, qui pour nous est particulièrement important parce que nous pensons que les couleurs de l'Obito peut apporter une contribution majeure au développement du Kasaï et de tous les sud du pays et améliorer de façon significative les connexions avec l'Angola et la Zambie. C'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, c'était l'occasion de présenter les résultats des études de faisabilité sommaire qui montrent quels sont les montants des investissements nécessaires, quels sont les délais. Et ça a été aussi l'occasion de constater qu'il y a plusieurs partenaires qui sont disposés à accompagner la RDC sur ces projets. Il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi la Banque européenne d'investissement, il y a nos collègues de l'ambassade des États-Unis qui étaient là, il y a les collègues de la Banque mondiale qui ont manifesté leur intérêt. Il y a plusieurs États membres, donc l'Italie notamment a été mentionnée via les piano Mattei. Donc voilà, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ces projets importants, qui demandera des investissements d'envergure, puissent être réalisés au bénéfice des populations de la RDC
et de l'intégration régionale avec la Zambie et l'Angola. Alors, aujourd'hui, les experts ils nous ont montré que dans leur modèle économique, les coûts pour la réhabilitation de la ligne Dilolo-Kolwezi-Tenke, ça s'approche aux 410 millions de dollars. Et les coûts pour la gestion et l'entretien de la ligne sur une période de 10 ans, c'est d'environ 180 millions. Donc, nous savons que l'investissement initial, c'est de 400 millions de dollars, mais il n'y a pas que l'investissement initial. Il faut aussi définir avec les autorités quelles seront les modalités de gestion de cette ligne. Est-ce qu'on va la confier à un organe public? Est-ce qu'on va établir un partenariat public-privé? Donc, ce sont des choses qui sont en cours de discussion et nous avons présenté les différentes options. Mais il s'agit d'un montant qui est tout à fait à la portée des institutions financières qui étaient réunies ici aujourd'hui. Dans une deuxième phase, si on arrive jusqu'à la frontière avec la Zambie, il faut compter un investissement qui est à peu près de l'ordre de grandeur d'1 milliard, 1,1 milliard de dollars. C'est mardi 9 septembre 2025 à Kinshasa. Les pasteurs des églises de réveil se sont exprimés publiquement. Leur message a été porté par l'archevêque Edji Bayamapia. Écoutez sa déclaration. Déclaration du mouvement de réveil de la République démocratique du Congo. Nos pères et leaders du mouvement de réveil de la République démocratique du Congo, réunis en session extraordinaire ce mardi 9 septembre 2025 à l'hôtel du Fleuve, déclarons ce qui suit. 1. Nous soutenons la tenue du dialogue annoncé comme lieu de réconciliation entre Congolaises et Congolais autour du chef de l'État. 2. Nous rappelons cependant que le dialogue suisse visé ne devrait pas s'écarter des cadres constitutionnels et institutionnels de la République démocratique du Congo. 3. En Suisse, nous demandons que le dialogue précité se tienne après le processus de Washington et de Doha au regard de l'internationalisation de la crise congolaise. 4. Nous annonçons ce jour la mise en œuvre de la diplomatie ecclésiastique du mouvement de réveil. À ce titre, nous recevrons la chef de la maison de la foi du président Donald Trump à la personne de pasteur Paola White, ainsi que l'archevêque Duncan William du Ghana, et nous sommes en contact avec les réseaux de pasteurs évangéliques de notre sous-région, ceci en appui des efforts diplomatiques de notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 5. Nous nous insurgeons cependant contre le dialogue séparatiste tenu en Afrique du Sud. En effet, l'initiateur du dialogue a tenu dans un passé récent des propos de nature à diviser le peuple congolais. 6. Au peuple congolais, nous vous appelons à la cohésion nationale, à l'empathie avec nos frères et sœurs du Kivu et vous assurons de nos ferventes prières pour que la paix revienne vite sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Kinshasa le 9 septembre 2025, le mouvement de réveil de la République démocratique du Congo. À Genève, depuis ce lundi 8 septembre, se tient la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'examen du rapport de la RDC, mais aussi et surtout le lancement officiel d'une offensive diplomatique majeure pour obtenir la reconnaissance du génocide congolais. Reportage. Violation de droits humains, enrôlement forcé des enfants, exécution sommaire de civils dans le Rutshuru par le terroriste 123, journalistes, membres de la société civile et même des acteurs de l'appareil judiciaire ne sont pas épargnés par les exactions commises dans les zones sous occupation. Ces multiples violations ont été rappelées ce mardi par l'équipe des experts internationaux lors du dialogue interactif. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Kinshasa a par ailleurs salué le travail des experts de la mission d'établissement de faits. J'ai félicité le
au commissaire pour les rapports, mais j'ai indiqué qu'il aurait pu déduire de ses propres constatations que ce qui se passait en RDC était un génocide. Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ces rapports mettent en lumière le crime massif et systématique commis par le 1-23 et ses soutiens rwandais. De toute évidence, tout le monde sait que le Rwanda est bel et bien en RDC, sinon on n'aurait pas signé cet accord à Washington, un accord bilatéral. Tout le monde sait que le Rwanda est partie prenante au conflit, mais tout le monde est habitué aussi à la culture du reniement permanent du Rwanda. Et ce déni continu ressemble bel et bien à une forme d'apologie du crime parce qu'il continue à les commettre. Ici, parce que nous sommes aussi là en marge des activités qui ont été organisées, notamment la table ronde ou la conférence sur les génocosts, c'est de dire qu'il y a eu en République démocratique du Congo de crimes graves. Si vous lisez le rapport du haut-commissaire lui-même sur les derniers événements dans le Rutshuru, ils disent qu'il y a eu ciblage ethnique. Pour Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les conditions de droits humains ne cessent de se dégrader dans les zones sous occupation. Et pour finir cette édition du journal Parlons Sport, le mardi 9 septembre 2025, à l'issue du match opposant la RDC au Sénégal, la frustration des supporters congolais s'est violemment exprimée au stade de Martyrs. Suivez leurs réactions. Dérapage regrettable de supporters kinois hier après la défaite de la RDC face au Sénégal. Plusieurs objets et autres biens ont été endommagés. Un comportement à bannir. Que faire alors après une défaite de match? La question mérite d'être posée. Néanmoins, il s'est de noter qu'après une défaite, le public peut réagir par la colère, la tristesse ou la déception. Ces émotions variant selon l'implication personnelle du supporter. Il est donc normal de ressentir ces émotions, mais le plus important est de savoir les canaliser pour rester fair play. Dans une compétition sportive, il y a toujours la défaite, la victoire et quelquefois le nul. Pour se remettre d'une défaite, il faut l'accepter en tirant des leçons et s'accorder du temps pour analyser objectivement ce qui s'est passé afin de mieux projeter vers l'avenir. La défaite d'hier contre le Sénégal dans un match important comptant sur la 8e journée des éliminatoires mondiales 2026 ne peut en aucun cas justifier le casse et autres dérapages. Le coupable doit être identifié et puni de façon exemplaire. C'est devenu récurrent, il faut vite l'arrêter. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé sur Web Info TV. À très bientôt pour la prochaine édition.